Bonjour à toutes et à tous. J'ai la délicate mission de vous faire patienter avant le déjeuner. Donc je vais essayer d'être rapide pour ceux qui ont vraiment faim et surtout de respecter les délais. Je vais essayer de faire une présentation un peu rapide et puis on va se garder un peu de temps pour les questions-réponses pour les plus motivés. Je suis particulièrement heureux d'être avec vous aujourd'hui, d'abord parce que c'est ma première participation au Web Today et que c'est un super event, super organisation. Vraiment un événement, je serais ravi de revenir l'année prochaine si c'est possible. Et puis l'autre point qui me fait plaisir aussi, c'est que je suis passionné effectivement par ce sujet des chatbots. Je travaille dessus depuis un bon moment maintenant, je participe à des conférences, des ateliers, bref, je passe un petit peu ma vie à ça. L'orientation de cette session, c'est de vous faire un retour d'expérience sur les difficultés qu'on a rencontrées sur des projets. Donc l'idée est bien sûr pas de vous amener à planter votre projet, mais plutôt de vous souligner les difficultés qu'on a pu rencontrer dans la vraie vie, puisqu'il y a des effets de mode autour des chatbots. Donc il y a la mode et puis il y a la vraie vie quand on démarre les projets et quand on les passe en production. Alors pourquoi je parle de plantage? Parce que quand on parle de chatbot ou de robot, ça marche pas toujours. Il y a plein de 1000 exemples. En clair, on va beaucoup travailler le sujet et puis des fois ça se passe pas tout à fait comme prévu. Donc je vais essayer de vous faire anticiper quelques difficultés de cette typologie de projet. Donc je suis Guillaume Meyer, je suis le fondateur d'Eriem, surnom parfois Mister Chatbot, cabinet de conseil que j'ai fondé il y a 5 ans maintenant. On est un pure player Microsoft et donc on travaille sur l'ensemble des technologies cloud Microsoft. Et donc ce qui occupe une grande partie de mon temps aujourd'hui, c'est les projets de chatbot. Vous le verrez plutôt sur des clients grands comptes, même si ce que je vais vous présenter aujourd'hui s'applique à différents secteurs d'activité. Alors pour démarrer, un vrai exemple de plantage, certains d'entre vous connaissent peut-être, il y a quelques mois de ça, Microsoft avait lancé une expérimentation de chatbot multicanal sur Twitter notamment, avec une grande équipe d'intelligence artificielle, vraiment des gros moyens. Et puis on va voir que ça s'est pas tout à fait passé comme prévu. Alors ça avait plutôt bien démarré. Un petit peu comme une lune de miel, c'est-à-dire que le service a été lancé et les premières heures d'utilisation, on a eu d'excellents retours parce qu'en fait le bot était vraiment très performant, il réagissait de façon très naturelle et donc on a eu des premiers retours qui étaient extrêmement positifs. Donc ça c'était ce qui était prévu. Il était prévu que ça dure, sauf que 16 heures plus tard, donc c'est vraiment très court comme délai, 16 heures plus tard, le drame. Microsoft avec ses grands plans, ses gros moyens, toute son équipe, le grand plantage. Qu'est-ce qui s'est passé? En moins de 16 heures, avec des fonctions d'apprentissage automatique, le bot a appris en échangeant avec les internautes. Il se trouve que le niveau moyen des internautes est peut-être pas aussi élevé que Microsoft l'avait anticipé, et en moins de 16 heures, T est devenu raciste, antisémite, a commencé à insulter la terre entière, à justifier des génocides, bref. En moins de 16 heures. Alors évidemment, c'était pas tout à fait ce qu'ils avaient anticipé. Ils ont dû faire de grandes opérations de relations de presse pour expliquer, bon, ça s'est pas passé tout à fait comme on l'avait anticipé. Pour autant, deux choses qu'il faut retenir. Le verre à moitié vide, c'est quand même pas terrible comme expérience en termes de communication publique. Le point positif, c'est que ça a permis de démontrer que dans un laps de temps extrêmement rapide, leur machine d'apprentissage a progressé, alors sur des domaines qui n'étaient pas prévus, mais elle a appris extrêmement vite des échanges avec les utilisateurs. Alors il y a un nouveau projet qui a été lancé il y a quelques mois sur le même modèle, et donc maintenant Microsoft a intégré, d'ailleurs c'est vrai sur plein de produits, toute une dimension éthique en fait dans les conversations de leurs bots. Et donc il y a un certain nombre de thématiques de conversations qui sont gérées de façon spéciale, et donc ils ont beaucoup appris de cette thématique-là. Tout ça pour dire que vous pouvez mettre beaucoup de moyens, beaucoup d'équipes très intelligentes, on n'arrive pas toujours à tout anticiper. Ça c'est le sommaire de ma présentation, voilà, ça sera tout. La présentation c'est 7 points que j'ai identifiés. En fait c'est les 7 fois où on s'est pris un peu les pieds dans le tapis sur nos projets. Et donc je vais essayer de partager ça, c'est un petit peu une fail conf pour ceux qui connaissent ce concept. Je vais essayer de vous présenter là où on n'a pas réussi, là où ça a été difficile, là où ça nous a pris du temps, en tout cas plus que prévu. Donc la première erreur, ou en tout cas difficulté, c'est la nature même des messageries instantanées dans lesquelles on va déployer nos chatbots.
On a un prisme franco-français, on a un prisme occidental, mais il faut vraiment garder en tête que sur des projets à dimension internationale, on va devoir composer avec des messageries instantanées très diverses. Les leaders des messageries instantanées sur les différentes zones géographiques ne sont pas les mêmes, ils ne proposent pas le même type de fonctionnalité, etc. Et donc cette grande diversité, elle est vraiment pas évidente à gérer. Et on va parler donc d'omnicanalité. Et cette omnicanalité, il va falloir traiter donc toutes les messageries instantanées. On verra qu'il y a des questions de culture aussi qui vont intervenir. Alors comment on a abordé ça? Au départ, peut-être comme dans une approche de développement mobile, on était parti sur une plateforme, Facebook Messenger par exemple, et puis on s'est dit on va le décliner après coup. Et en fait, l'expérience, ça a été le retour d'expérience, c'est de dire prenez en compte dès le départ ce multicanal. Et donc on a utilisé pour ça, au sein des technologies Microsoft, un composant qui s'appelle le Bot Connector, qui va permettre de prendre en compte ce multicanal, cette grande variété de messagerie instantanée. Qu'est-ce que c'est? C'est un composant en fait qui va permettre de développer un bot une fois pour toutes et de l'exposer sur de multiples messageries instantanées sans redévelopper. L'autre avantage, c'est que ce service, il va décliner les messages et les conversations de votre bot différemment selon les canaux, de manière automatique. Je vais vous donner un exemple. On a travaillé donc sur un projet de chatbot, un assistant en fait pour des techniciens qui sont en mobilité permanente, avec l'accès à tout un tas d'informations. C'est des techniciens qui travaillent sur des éoliennes. Et une des problématiques, c'est que quand on travaille sur des éoliennes, on n'est pas en plein centre-ville, on n'a pas toujours du réseau Internet, on a du réseau téléphonique parfois. Et donc l'enjeu était d'exposer ce chatbot à la fois sur Skype, quand on est connecté, et par SMS, quand on a juste du réseau téléphonique. Sauf qu'on n'a pas les mêmes capacités entre une messagerie instantanée desktop et puis par SMS. Vous voyez que sur l'exemple là, on a des interactions assez riches, on a des boutons, des visuels, des carousels, enfin tout un tas d'interactions au niveau de notre chatbot qu'on a pu décliner en mode SMS. Et donc c'est les mêmes informations et le même service développé une seule fois, mais qui va gérer en fait les canaux de manière différente. Donc vous voyez qu'à la place d'afficher des images, on a pu afficher des informations numériques en mode textuel. Et donc ça c'est vraiment un des points qui est très compliqué, enfin qui est compliqué à gérer quand on l'a pas prévu dès le départ. Donc on a bien retenu la leçon. Maintenant on prend en compte cette problématique-là dès la conception des projets. L'autre particularité aussi, retour qu'on peut faire, c'est que quand on travaille sur du bot par SMS notamment, on a un nombre de fautes de frappe des utilisateurs qui est beaucoup plus important. Et donc dans les conversations, dans votre logique, dans la logique métier de votre bot, il faut vraiment tenir compte de ce fait-là. Ça veut dire qu'il faut plus traiter les erreurs, gérer de l'à peu près, les fautes de frappe notamment, ou des fautes d'orthographe aussi. Donc il y a toute cette dimension-là du multi-channel qui est à prendre en compte dès le départ. Autre possibilité de déclinaison de votre chatbot, c'est de le décliner en mode vocal. On commence à avoir une belle palette de services qui permettent de déployer des bots en mode vocal. Particularité, c'est que de la même façon que sur un channel SMS, les gens en fait vont parler, mais la transcription en fait ne va pas toujours être parfaite. Donc ça c'est un premier point, c'est qu'il y a beaucoup d'erreurs de traduction, ou de transcription plutôt. Et ça va poser des problèmes dans votre application, notamment quand vous avez des référentiels. Alors, quand c'est du langage courant, c'est assez facile d'avoir des dictionnaires, mais quand vous êtes sur une application avec un vocabulaire particulier, c'est assez compliqué de faire des corrections automatiques. Et donc si vous voulez éviter que votre bot en vocal vous dise « j'ai pas très bien compris » toutes les 4 secondes, il faut prévoir un certain nombre d'outils qui vont permettre d'améliorer la reconnaissance vocale. Donc sur les sujets bots en vocal, on a utilisé différentes techniques qui étaient fournies par un ensemble de services qui s'appelle Cognitive Services chez Microsoft, qui vont permettre de traiter ces différents aspects qu'on ne voit pas forcément. C'est-à-dire que tant qu'on est en développement, on écrit toujours bien, on ne fait pas de faute de frappe, enfin tout va bien. Et puis la vraie vie et les utilisateurs, c'est très différent. Donc on a utilisé deux types de composants. Alors en l'occurrence, là je parle de la plateforme Microsoft, mais il y a évidemment plein d'alternatives que vous pourrez trouver. Sur Cognitive Services, vous avez deux grandes briques qu'on va utiliser dans les chatbots. La première, c'est tout ce qui est lié au langage.
où vous avez là des outils qui vont vous permettre de fiabiliser les messages qui sont remontés par l'utilisateur, de les traiter de manière automatique avec du NLP et de la création de dictionnaires personnalisés. Et puis aussi des outils d'optimisation de la voix. Ça, c'est vraiment fondamental quand vous allez être sur des chatbots en mode vocal, notamment ce qu'on appelle Custom Speech Service, qui va vous permettre de créer des dictionnaires personnalisés pour un métier particulier ou pour une application particulière. Donc vous avez là un ensemble de briques qui vont vous permettre d'améliorer très grandement l'expérience utilisateur. Vous m'arrêtez si vous avez des questions. Donc voilà, ça c'est vraiment quelques aspects technologiques que je voulais mettre en avant et les particularités qu'on va avoir dans les projets de chatbot en multicanal. Autre dimension, n'essayez pas de faire croire à vos utilisateurs que votre bot c'est un être humain. Je veux dire que on cherche bien sûr avec les capacités d'analyse du langage naturel à s'approcher du langage humain. Pour autant, il y a tout un tas de situations où en fait le robot ne peut pas se comporter comme un humain, et puis vous ne pouvez pas prévoir tous les cas, toutes les situations. Donc il y a différentes. Faut pas chercher à tout faire. En clair, vous n'êtes pas une espèce d'intelligence artificielle universelle qui saurait répondre à toutes les questions. Votre bot, vous devez le concentrer sur sa fonction première et ne pas hésiter à dire à l'utilisateur « je ne sais pas » ou « je ne suis pas fait pour ça ». L'honnêteté en fait, du bot, son intégrité, elle est vraiment fondamentale. Il ne faut pas chercher à se faire passer pour ce qu'on n'est pas. Et donc, il faut être capable de dire « je ne sais pas ». Et prévoir donc, en particulier dans des cas de scénario de bot B2C, comment je passe la main à un être humain. Alors, on se dit, notre bot il est super intelligent, jamais il y aura besoin de passer la main à un être humain. Il y a quand même trois grands motifs qui font qu'on va avoir besoin de faire un processus d'escalade vers un opérateur. Alors c'est particulièrement vrai dans les scénarios de helpdesk ou de customer care. Le premier cas, c'est votre bot ne comprend pas ce qu'on lui demande. Alors, soit parce qu'il y a une erreur de programmation, ce qui peut arriver, soit parce que l'utilisateur saisit n'importe quoi. Bref, vous ne comprenez pas la question. Deuxième possibilité, j'ai pas de réponse. Votre bot, il fournit un service de météo et on vous demande des recettes de cuisine. Vous pouvez éventuellement, là aussi, avoir ce type de situation. Dernier point qu'on n'avait pas forcément vu, c'est les cas où on ne veut pas que le bot réponde. Par exemple, sur des thématiques particulières. Vous êtes un bot de support client chez un gros opérateur téléphone mobile, par exemple, dans la conversation, on commence à parler de résiliation. Vous ne souhaitez pas que le bot réponde. Vous souhaitez qu'un humain reprenne la main à un moment donné. Et donc là, vous devez prévoir dans les conversations, en particulier avec l'analyse sémantique, détecter des cas ou des sujets sur lesquels vous allez vouloir passer la main à un être humain. Alors, c'est pas si évident que ça, il y a des sujets techno, parce que passer la main à un être humain, ça veut dire passer la main dans un outil de helpdesk ou de ticketing, enfin il y a différentes plateformes, et donc là on parle d'un projet d'intégration qui peut être long et difficile. Alors un exemple d'intégration, c'est sur un scénario d'assistant chatbot embarqué dans un site web, où je vais lui faire une demande de cotation pour une assurance. Voilà. Savoir combien ça coûte pour assurer ma voiture. Il va me donner un prix, il va faire la cotation, formidable. Et puis à un moment donné, dans la discussion, l'utilisateur va dire non mais c'est trop cher. C'est trop cher, ou je veux négocier en fait. Donc là, de la même façon, vous allez passer la main à un opérateur. Donc là, c'est ce qu'on voit en cours de conversation. Un opérateur va reprendre la main sur la conversation et puis démarrer une négociation, cette fois en back-office. Donc cette fois, c'est la vue de l'opérateur qui reprend la main. Donc vous voyez, à droite, il retrouve l'ensemble de l'historique de la conversation que l'utilisateur a eu avec le bot. Et puis cette fois, il peut reprendre la main et interagir avec lui et gérer ces situations où finalement, c'est pas votre bot qui va gérer ça. Par exemple, sur une assurance, est-ce que c'est un bon ou un mauvais payeur? Quel est son niveau d'accident? Est-ce qu'il a eu des accidents récemment, etc., etc. Est-ce qu'il a d'autres assurances? Tous ces éléments en fait, d'appréciation qu'on pourra peut-être un jour automatiser, mais qu'aujourd'hui, on préfère gérer manuellement. Pas de questions? Je continue. Autre point significatif qu'on n'avait pas forcément anticipé, c'est que nos clients font de plus en plus de chatbots et donc de plus en plus, on va avoir pour un même client plusieurs chatbots. Donc ça, c'est le premier cas. Et donc, il se pose tout de suite des questions d'intégration entre ces différents services.
Demain, vous êtes, je dis n'importe quoi, le groupe Accor, par exemple. Vous avez peut-être un bot pour vos employés. Vous avez peut-être un bot pour les assistants ou pour les réceptionnistes. Vous allez peut-être avoir un bot pour vos clients, etc. Comment est-ce qu'ils communiquent entre eux? Donc il y a des vraies questions d'intégration qui vont se poser. Deuxième situation, c'est l'écosystème. Vous avez un bot d'e-commerce, vous vendez des produits en ligne, et puis à un moment donné, vous êtes peut-être passé la main dans la conversation à un autre bot, par exemple FedEx, pour gérer la livraison. Et peut-être revenir sur votre bot après. Et donc, gardez en tête que ces interactions, où comment est-ce qu'on va assurer finalement un parcours client cohérent entre différents bots, c'est pas forcément évident. Peut-être aujourd'hui on va travailler par de l'intégration d'API de manière très traditionnelle. Ce qui va peut-être arriver demain, on verra si ça arrive vraiment, peut-être les bots vont vraiment se parler entre eux. C'est-à-dire qu'après tout, plutôt que de faire de l'intégration par API, rien n'empêche le bot du site e-commerce d'envoyer un message à FedEx pour dire j'ai tel colis à livrer à telle date, est-ce que tu es d'accord, etc. Peut-être l'avenir des API, c'est du conversationnel entre robots. Ça, c'est mon petit point de vue, je ne sais pas comment ça évoluera. En tout cas, cette notion d'intégration dans l'écosystème est fondamentale. Une autre difficulté, et je l'ai déjà évoqué un petit peu rapidement au début, on a parlé de multicanal, puisqu'il y a différentes plateformes de messagerie instantanée notamment, qu'on va retrouver un petit peu partout dans le monde. Donc on parle aussi de multiculturel. Alors, quand on parle de multiculturel, il y a évidemment la question de la langue. Gérer le multilinguisme dans une application, c'est jamais complètement évident. Quand on commence à gérer du multilinguisme en langage naturel avec des outils de NLP, ça peut vite devenir compliqué. Et toutes les plateformes de NLP ne supportent pas toutes les langues, ou pas toutes avec le même niveau de qualité. Donc dans les projets, c'est vraiment un point fondamental à anticiper. Il y a des services qui permettent de faire de la traduction automatique, etc. Mais à l'usage, on va voir que c'est clairement pas la solution. La traduction automatique peut être intéressante pour, de votre côté, du côté du bot, comprendre certaines choses et l'analyser, voire détecter la langue et éventuellement changer de langue. Par contre, vous ne traduirez pas automatiquement les conversations de votre bot. Pour une raison simple, c'est que au-delà de la traduction du message, votre bot il va pas avoir la même tonalité de conversation quand il parle à un français que quand il parle à un chinois, que quand il parle à un allemand. C'est-à-dire que la tonalité de la conversation va être plus ou moins formelle selon le pays, parce que le code culturel permet d'être plus ou moins formel. Est-ce qu'on tutoie? Est-ce qu'on vous voit? Est-ce que j'autorise des abréviations ou pas? Est-ce que je vais ajuster mes conversations selon l'utilisateur? Par exemple, un utilisateur qui utilise des abréviations, peut-être je vais lui répondre avec des abréviations. Alors que si c'est quelqu'un qui rédige vraiment de façon très riche, bah, peut-être je vais envoyer des messages aussi de manière plus riche, pour me synchroniser avec lui. Et par ailleurs, de la même façon qu'on ne dit pas bonjour à quelqu'un de la même façon et selon le même protocole, on va dire, d'un pays à l'autre, les flux de conversation ne vont pas forcément être les mêmes pour une même fonctionnalité. La gestion, par exemple, de l'inscription. Vous avez un bot qui apparaît sur le site qui va demander à l'utilisateur de s'inscrire. Bah, le flux de conversation ne va pas forcément être le même d'un pays à l'autre. Soit pour des raisons organisationnelles, soit pour des raisons aussi culturelles. Donc gardez en tête que cette internationalisation des services conversationnels, elle est vraiment pas liée à la langue intrinsèquement, elle est vraiment liée à la culture et aux différentes façons de procéder d'un pays à l'autre. Donc ça on l'a appris aussi à la dure, comme on dit, dans les tranchées. Pour traiter ces différents cas, et j'ai évoqué le fait qu'un bot, selon la langue de l'utilisateur, selon son pays, selon le fait qu'il utilise ou pas des abréviations, selon qu'il soit dans un mode très formel ou très informel, pour traiter ces différents cas, là, on s'appuie sur le bot framework de Microsoft, qui permet de gérer en fait toutes ces déclinaisons de manière assez fine, et qui permet de faire des déclinaisons vraiment par culture, et de gérer des flux de conversation différents selon les contextes. Et donc là, vous avez vraiment un outil qui permet de construire des conversations très complexes. Donc au-delà du simple question-réponse, question-réponse, vous pouvez vraiment gérer des flux de conversation extrêmement complexes et traiter tous ces différents cas de multiculturalisme. Alors, je vais passer sur un autre sujet. Une partie des projets qu'on a menés, notamment pour des grands comptes, ils ne sont pas forcément orientés clients.
c'est des bots ou des assistants pour les employés. Alors, c'est aussi un autre volet des projets bots, et en fait, qui représente plus de 50% en fait, pour nous de l'activité. C'est des assistants pour les employés, pas pour les clients. Quand on parle de déployer un bot pour des employés dans une entreprise, ça veut dire on ne va pas le déployer sur Facebook. On ne va pas le déployer sur une messagerie instantanée grand public. On va le déployer sur les outils de communication de l'entreprise. Et donc, c'est de nouveaux canaux qui ont d'autres codes, d'autres fonctionnalités. Alors, je vais juste en montrer 2-3 sur lesquels on a travaillé pour vous montrer que, même si on a déjà une expérience de comment je travaille notamment sur du Facebook Messenger ou sur des messageries grand public, on va devoir aussi repenser un petit peu la nature du service quand on va le décliner sur des outils internes. Donc la première plateforme de déploiement qu'on retrouve chez nos clients, c'est Skype for Business. Premier intérêt, c'est que je suis authentifié automatiquement sur le service. C'est-à-dire que je ne suis pas un utilisateur anonyme ou avec juste un nom sur Facebook, je suis authentifié sur l'annuaire de l'entreprise. Et donc j'ai un accès sécurisé à mon service. Donc Skype for Business supporte le déploiement de chatbots pour les employés, avec notamment une particularité par rapport à des bots grand public, c'est qu'on va pouvoir faire du push. C'est-à-dire quelqu'un qui m'a jamais parlé, je vais pouvoir le contacter explicitement, ce que vous ne pouvez pas faire sur les messageries instantanées grand public. Je suis convaincu que c'est un outil de d'e-learning, de change management qui va vraiment exploser. Et ce canal de la messagerie instantanée de l'entreprise va être un excellent moyen en fait, de délivrer des messages, de faire de la formation, etc. etc. Deuxième, alors il y a Skype for Business, c'est vraiment l'outil qu'on retrouve chez 80% de nos clients, puisque en gros c'est inclus dans Office 365 et qu'ils ont globalement 80% du marché. Ce qu'on va retrouver beaucoup aussi qu'on n'avait pas anticipé comme plateforme de déploiement de chatbot pour les employés, c'est Microsoft Teams. Alors peut-être c'est très récent, donc peut-être tout le monde ne connaît pas. C'est inclus de base dans Office 365, donc c'est un outil qui est très largement accessible. C'est vraiment un concurrent de Slack, hein, pour ceux qui connaissent, avec les avantages en termes de sécurité par rapport à Slack, c'est vraiment le positionnement, et qui vont permettre de déployer des services pour les employés dans un environnement sécurisé. Là, c'est un exemple de chatbot MailClark, peut-être vous connaissez, qui sont basés à Lyon, qui ont une super solution de chatbot, il est au fond, je ne l'avais pas vu, qui ont une super solution intégrée avec Teams pour gérer les relations clients en multicanal, via Twitter, Facebook ou par mail, directement depuis son outil de communication interne. Et on va pouvoir gérer sa relation client grâce à ce bot directement dans Teams. Donc c'est aussi une plateforme, peut-être pour en reparler, qui a ses particularités. Et donc c'est un canal qu'il faut adresser de manière spécifique. Et puis peut-être pour élargir un peu les pistes de déploiement de chatbots, puisqu'il y a un certain nombre de choses qu'il faut prévoir. Vous avez aujourd'hui 400 millions de postes sous Windows 10 déployés dans le monde, et 100 millions d'utilisateurs quotidiens de Cortana, intégrés dans Windows 10. Depuis quelques semaines, on peut déployer ce qu'on appelle des skills, c'est-à-dire en fait des fonctionnalités de chatbot directement dans Cortana sur Windows 10. Donc pour nos clients entreprises aussi, quand ils veulent déployer des services à destination de leurs employés, c'est un super vecteur de pouvoir le déployer directement sur le poste de travail de l'utilisateur de manière sécurisée. Donc évidemment, on va encore un nouveau channel qu'il va falloir adresser de manière spécifique. Et puis en guise de perspective, là cette fois c'est vraiment parce que ça me fait plaisir d'en parler, un nouveau service qui arrive il y a très peu de temps qui s'appelle Skype Video Bot. En clair, vous avez votre bot et en plus vous allez pouvoir lui donner une dimension visuelle, c'est-à-dire les utilisateurs vont pouvoir parler en vidéo avec le bot, donc il va avoir une représentation 3D. Je vais vous passer un petit exemple. Si j'y arrive. Alors, ça s'appuie, je ne sais pas si ça s'appuie visuellement sur les mêmes API, en tout cas ils ont utilisé cet exemple-là visuel pour communiquer dessus. Ce qui est vraiment intéressant, c'est que vu que votre bot va communiquer en vidéo, vous allez pouvoir faire une analyse de la vidéo de l'utilisateur. Ça veut dire faire de la détection d'émotions, ça veut dire détecter la gestuelle de l'utilisateur. Il va pouvoir, vous pouvez lui présenter des produits, vous pouvez les faire défiler visuellement juste en interagissant avec le bot. Donc c'est encore un nouveau
un nouveau canal qu'on pourra adresser. De la même façon, je pense que pour les scénarios de formation et e-learning, ça va être un très très gros sujet. Et puis aussi sur la partie e-commerce, puisqu'on va pouvoir fournir une expérience très intéressante pour les utilisateurs. Pour traiter ce type de scénario, soit quand votre bot fonctionne vraiment en vidéo, soit quand vous voulez vraiment pouvoir traiter de l'image aussi dans votre bot, puisque vous allez l'utiliser depuis un smartphone, vous pouvez envoyer des photos, envoyer des vidéos, etc. Là, on dispose d'un certain nombre d'outils sur la plateforme Community Services, plutôt que de réinventer la roue et de se lancer dans des grands développements. Vous avez toute une API qui s'appelle Computer Vision, qui permet de faire de l'analyse visage, détecter l'émotion, détecter l'âge, le sexe, ce genre d'informations. Vous pouvez analyser aussi des contenus images, et par exemple sur l'image qui est au centre, l'outil en fait va automatiquement détecter que c'est une personne qui attend un train sur un quai de gare, par exemple. Et il va comprendre l'image, et donc vous pouvez de cette manière-là traiter les images et les enrichir pour l'utilisateur ou proposer des services liés à ce type de fonctionnalité. Par exemple, je prends une photo d'un produit dans un magasin, il va détecter quel est le produit, travailler par comparaison et vous faire des recommandations, alors soit où je peux le trouver moins cher, soit me proposer des produits alternatifs, etc. Donc cette dimension-là du traitement d'images dans les bots, c'est quand même une expertise supplémentaire qu'on n'a pas forcément, même si on a des API qui permettent de travailler rapidement. Il n'empêche que c'est un domaine de compétences un petit peu particulier, et donc si c'est une dimension qui doit entrer dans votre projet, il faut essayer de l'anticiper. Une autre problématique qu'on a rencontrée, c'est la performance. Alors, on développe, enfin, je pense qu'il y a des développeurs dans la salle, on est tous persuadés de faire du code ultra rapide, etc. Il n'empêche que sur les projets chatbot, comme sur les applications mobiles, mais ça a l'air d'être particulièrement vrai, les utilisateurs sont extrêmement sensibles au temps de réponse. La roue veuillez patienter dans une application mobile, on va la supporter un tout petit peu. Dans une conversation, si on met 4 secondes pour répondre à oui, puis que j'attends 4 secondes, c'est très très compliqué. Donc la dimension performance de votre bot, elle est fondamentale. Et elle est compliquée à gérer parce qu'en fait, votre bot, il va interagir avec plein de services différents. Donc il y a le client de messagerie instantanée proprement dit, il y a votre application, ça va utiliser des services d'analyse du langage naturel, peut-être des services d'analyse d'image, des bases de données, enfin plein de choses. Et donc le diagnostic des problèmes de performance peut ne pas être évident. C'est un peu la même problématique que évidemment sur une application mobile. Donc là on a utilisé, on développe essentiellement sur Azure. Alors vous trouverez évidemment des solutions équivalentes de monitoring ou de diagnostic. Sur Azure on a une solution qui s'appelle App Insight qui va faire le monitoring de bout en bout sur l'ensemble des services qu'on a utilisés. Dans l'exemple qu'on a là, on va à la fois analyser le code de notre application, mais les temps de traitement sur chaque composant du système. Les temps de traitement au niveau de la base de données, les temps de traitement au niveau des appels au NLP, temps de traitement, etc. etc. Et donc ça vous permet de diagnostiquer très facilement où sont les goulots d'étranglement et où est-ce que vous devez travailler pour optimiser la performance. Mais vraiment, un vrai retour d'expérience, c'est que le ressenti performance est extrêmement fondamental et l'utilisateur se plaigne très vite et on a l'impression encore plus que sur de l'application mobile. Donc vraiment, en termes d'adoption, c'est un élément fondamental. Et puis un dernier point, qui n'est pas le plus sexy, j'en suis désolé, je vais parler de réglementation. Réglementation européenne, alors vous attendiez peut-être pas à ça. Je vais vous parler de GDPR, je vais faire vite, parce que c'est pas le sujet le plus sympa, mais il n'empêche qu'on développe des projets pour nos clients, où on vend des solutions à nos clients, et nos clients, ils ont des obligations légales et réglementaires. GDPR, ça sera effectif le 25 mai 2018, c'est-à-dire demain pour nos clients. Cette réglementation, elle vise à protéger les données personnelles des personnes au sein de l'Union européenne. Je dis ça, c'est donc les citoyens de l'Union européenne, mais ça veut dire que tout client, toute entreprise, quelle que soit sa zone géographique, à partir du moment où elle a un client européen, elle devra se conformer à cette norme.
Les amendes, ça peut être plus de 20 millions d'euros, ça peut être 4% du chiffre d'affaires annuel, enfin ça peut être vraiment très 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 costaud. Qu'est-ce que ça implique de respecter cette norme et pourquoi j'en parle aujourd'hui sur le sujet chatbot? C'est que un des enjeux sur les chatbots, en particulier en B2C, c'est de collecter de la donnée. C'est au travers de ces conversations de mieux connaître ses clients, d'interagir plus souvent et d'enrichir la vision 360 du client. Sauf que ça veut dire que je collecte plein de données sur mes clients et en tant que fournisseur, nous, de services de chatbot, eh ben, on doit se conformer à ce que nos clients nous imposent. Ça impose quoi? Ça impose de gérer le consentement de l'utilisateur. C'est-à-dire que de la même façon qu'aujourd'hui, on doit faire de l'opt-in, opt-out pour envoyer des mails, on va avoir le même type de comportement à gérer pour les chatbots. Alors, si vous n'avez pas prévu ça tout de suite, ça va vite être compliqué. Vous devez être capable de faire de l'anonymisation. Au milieu d'un message dans une conversation, je mentionne le nom de quelqu'un ou je dis que j'habite à tel endroit. Comment je fais de l'anonymisation sur ces données conversationnelles? Le droit à l'oubli. Comment je demande au bot, au fait, tu oublies tout ce que je t'ai dit, maintenant tu remets à 0 parce que je veux pas que tu continues à m'envoyer des promotions. La portabilité des données. Comment vous, fournisseurs, garantissez que les données dans votre chatbot, elles ne sortent pas du chatbot, ou que si elles sortent, ça doit être déclaré à la CNIL. Bref. Bon. Et évidemment, toute la dimension audit, c'est-à-dire que toutes les interactions avec les clients, toute interaction qui utilise de la donnée personnelle, vous allez devoir la tracer et être capable de fournir des rapports d'audit. Alors je suis désolé de vous embêter avec ça parce que c'est pas le sujet le plus marrant, mais il n'empêche que dès que vous allez travailler, en particulier, soit vous êtes dans une grande entreprise, soit vous travaillez pour des grandes entreprises, c'est des gens qui ont des fonctions en interne pour juste gérer ces questions de réglementation. Et dans les projets, on voit que ça va avoir un impact, évidemment, sur tous les projets liés à du marketing, donc tous les projets B2C, en particulier les projets de chatbot. Donc je pense en particulier sur les aspects fonctionnels, c'est tout ce qui est droit à l'oubli, obtention du consentement de l'utilisateur. Et je vais m'arrêter là.